Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Donc nous allons voir maintenant une petite introduction à la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est évidemment la généralisation de la relativité restreinte. Et donc c'est la généralisation à tous les référentiels, pas seulement les référentiels inertiels, comme nous l'avons dit, mais également tous les référentiels accélérés. Et c'est donc lié aussi du principe de relativité, où on étend le principe de relativité à tous les référentiels. Donc c'est le principe de relativité généralisé. Et ce qui avait été dit pour le justifier reste tout à fait valable dans ce cadre. Cette théorie inclut aussi très naturellement la gravitation. Nous allons en reparler. Cette théorie est assez vaste, même très vaste. Elle est un livre complet de relativité, c'est une brique. Et elle est très difficile. Elle est difficile tant du point de vue de ses concepts que du point de vue mathématique, de ses outils mathématiques, avec le calcul tensoriel, la géométrie différentielle. Ici, on va seulement esquisser. La théorie est juste les concepts, évidemment pas les parties mathématiques. Et on va voir ce dont on a besoin pour comprendre les généralités, et parler de l'énergie en relativité générale. Alors considérons un point P dans cet espace-temps, c'est-à-dire un événement. Un point qui est un endroit précis, un instant précis. Dans le voisinage de ce point, le voisinage infinitésimal, on peut toujours choisir un système de coordonnées, donc les axes X et Y, etc., comme nous avions vu, tel que dans ce petit voisinage, la relativité restreinte s'applique. Nous allons revenir sur ce point. Mais on ne peut pas le faire en même temps, en tous les points. Ceci dû au fait que la géométrie de l'espace-temps, qui décrit l'espace-temps en relativité générale, n'est pas la géométrie de Minkowski, ni la géométrie euclidienne. On parle ici d'espace-temps courbe. Alors qu'est-ce que ça signifie, un espace-temps courbé? Eh bien, c'est un peu comme une surface. Vous pouvez avoir une surface, une feuille, qui est courbée, déformée. Si ce n'est qu'ici, c'est plus simple pour une surface. Une surface, elle est à deux dimensions, longueur et largeur, avec une déformation en tout point. Mais ici, on parle de l'espace-temps. C'est-à-dire trois dimensions spatiales, x, y, z, et le temps. Cela donne donc des espaces à quatre dimensions. C'est ce qu'on appelle en mathématiques des variétés courbes, variétés à quatre dimensions. C'est évidemment beaucoup plus difficile à visualiser qu'une simple surface. On peut illustrer avec des surfaces, ce que je ferai, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est beaucoup plus complexe pour un espace à quatre dimensions. Alors, en chaque point, il existe un espace tangent, qui est en fait l'espace de Minkowski, qui est l'équivalent, la généralisation des tangentes pour une courbe. Donc si vous avez une courbe, vous pouvez toujours, en un point donné, tracer la droite tangente à cette courbe. Ou pour une surface, si vous avez un ballon, en un point, vous pouvez avoir un plan tangent. Et on peut le généraliser à quatre dimensions, et on peut avoir un espace qui est donc sans courbure, plat, droit, comme les droites, ou comme le plan, sans courbure, tangent en ce point. Et cet espace-temps, tangent, est un espace-temps de Minkowski. C'est-à-dire de la relativité restreinte, ce qui nous ramène au point précédent. On peut toujours trouver en un point un espace tangent, mais évidemment cet espace de Minkowski ne sera pas tangent à un autre point, tout comme cette droite est tangente là, mais n'est pas tangente là. L'angle est différent. Voyons les choses d'un point de vue un peu plus physique. Il existe en physique un principe appelé principe d'équivalence. Celui-ci dit que la masse inerte, c'est celle de force égale masse fois accélération de Newton. C'est le fait qu'un corps massif est plus difficile à pousser. Il a une certaine inertie.
cette masse inerte est identique à la masse pesante, celle de la gravité, celle qui nous donne notre poids. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dans la théorie de Newton, avec la gravitation universelle, où on a cette équivalence entre les deux masses. Einstein a été un peu plus loin en disant qu'elles ne sont pas seulement équivalentes, mais elles sont égales, ou plus exactement, il s'agit d'une seule et même masse. Ça implique que tous les corps tombent de la même manière. C'est quelque chose que Galilée lui-même avait déjà constaté. Un boulet plein, par rapport à un boulet creux, tombe de la tour de Pise de la même manière et arrive au sol en même temps. Simplement parce que la force de gravité dépend, donc le poids dépend de leur masse, mais la façon dont ils sont entraînés sous cette force dépend aussi de leur masse. Et comme ces deux masses sont identiques, masse pesante et masse inertielle, on a le même résultat, quelle que soit la masse. Et tous les objets tombent donc avec la même accélération, appelée accélération de la pesanteur. Sur Terre, c'est 10 mètres par seconde, donc 10 mètres par seconde au carré, qui est l'accélération de la pesanteur. En fait, exactement 9,81 au niveau de la mer. Ce principe n'est vrai toutefois, bien sûr, que si on a un corps qui est très petit et de très faible masse. Il faut qu'il soit petit pour que la gravité ne varie pas de manière notable sur la taille de cet objet. Parce qu'en deux points différents, la gravité peut être légèrement différente. Et donc, pour que la gravité soit la même partout pour ce petit corps, il faut qu'il soit petit. Et de même, ce corps a une masse, donc il va attirer la Terre. Et pour que cette réaction en retour soit négligeable, c'est-à-dire qu'elle ne dépende pas des corps considérés, il faut que cette masse soit très petite. Considérons maintenant que nous sommes dans un ascenseur. C'est la fameuse expérience de pensée des ascenseurs d'Einstein. Ici, nous allons juste la survoler, juste un de ces aspects. Si on est dans cet ascenseur et que les câbles lâchent, ils cassent, à ce moment-là, l'ascenseur se met à tomber, avec nous dedans. On va supposer qu'il tombe et qu'il n'y a pas de frein, parce que tous les ascenseurs sont équipés de freins, mais on va supposer qu'il n'y a pas de frein, donc il tombe brutalement. Dans ce cas-là, on tombe en chute libre, comme si on tombait d'une falaise, sauf que le frottement de l'air, le vent ne va quasiment pas nous ralentir. On n'a pas de parachute dans l'ascenseur. Et pendant qu'on est en chute libre avec cet ascenseur, on est en apesanteur. Enfin, jusqu'au crash au final, au sol évidemment, hein, quand l'ascenseur arrive au fond, la fin est brutale. Mais pendant la chute, on est en apesanteur. Si on lâche un stylo, celui-ci va tomber avec nous. Et il va tomber avec la même accélération et donc la même vitesse. Et comme il tombe exactement comme nous, il va simplement flotter près de nous, en apesanteur. De même, si on renverse de l'eau va tomber à la même vitesse, et du fait, elle va flotter, et du fait de la tension superficielle de l'eau, elle va former une boule d'eau dans l'ascenseur. Ce type d'expérience est même réalisé, alors pas avec des ascenseurs, ce serait un peu dangereux, c'est réalisé avec des avions. Ce sont des Boeing qui sont spécialement équipés, donc on retire tout l'intérieur, on retire les sièges, de façon à avoir une grande cabine bien vide, et le Boeing est renforcé. Il possède des renforts métalliques supplémentaires pour être beaucoup plus costaud. Le Boeing monte vers le ciel avec les réacteurs à pleine puissance, de façon à atteindre une grande vitesse. Et puis, tout d'un coup, il coupe ses moteurs. À ce moment-là, il est en chute libre. Mais au départ, il était en train de grimper. Donc, il continue sur sa lancée et parcourt une parabole. C'est ce qu'on appelle un vol balistique ou un vol parabolique. Il parcourt toute sa parabole et arrivé à une certaine hauteur, évidemment, il ne s'agit pas de s'aller s'écraser au sol, on rallume les réacteurs pour redresser
le Boeing avant qu'il ne se crache. Pendant tout ce vol, qui ne dure pas très longtemps, de mémoire de l'ordre d'une minute et demie, on peut faire toutes sortes d'expériences en apesanteur. Ça peut servir aussi à l'entraînement des astronautes. Les astronautes qui, tant qu'ils n'ont pas été dans l'espace, n'ont pas été confrontés à la pesanteur. Ils font un certain nombre d'expériences en piscine, parce que ça permet de flotter et de reproduire un certain nombre de propriétés de la pesanteur, mais la pesanteur elle-même, ils n'ont pas ressenti. Et donc les expériences en vol parabolique sont pratiques pour les entraîner à un certain nombre de tâches dans des conditions plus proches de la réalité. On peut même s'en servir pour faire des films. Ainsi, dans le film Apollo 13, avec Tom Hanks, certaines des scènes où on le voit flotter, s'amuser avec un radiocassette, où il le fait tourner pendant qu'il flotte en apesanteur. Toutes ces scènes ont été tournées, en réalité, dans ces avions en vol parabolique, en apesanteur dans l'avion. Einstein a pu montrer, en utilisant ses raisonnements sur l'ascenseur, qu'il y a une équivalence entre la gravité et les référentiels accélérés, puisqu'une chute libre accélérée vers le bas est équivalente à la pesanteur. Et inversement, si on est dans l'espace mais pas accéléré, on est également à la pesanteur. Si on est au sol immobile, on ressent le poids. Si on est dans un vaisseau avec une fusée qui accélère la fusée, on est plaqué sur le sol de la fusée, comme si on avait un poids. Et par ces raisonnements, il a montré que c'était équivalent, grâce au principe d'équivalence. Et bien sûr, cette équivalence est locale, parce que elle dépend de l'intensité et de la direction de la gravité vers le bas, et que ça varie de point en point. Et donc, du fait de cette équivalence, les référentiels en chute libre, les référentiels où on tombe en apesanteur, sont en fait des référentiels où il n'y a pas on ne ressent pas la gravité, et où la physique relativiste classique, la relativité restreinte, est applicable. Ce qui nous donne ces fameux espaces tangents de Minkowski. C'est ceux correspondant au référentiel en chute libre. Localement, la gravité varie de point en point et peut même varier au cours du temps. Par exemple, à cause de la Lune. La Lune tourne autour de nous, elle exerce une force de gravité responsable des marées, et donc ça varie au cours du temps. Et donc, de proche en proche, dans l'espace et dans le temps, on peut reconstruire ainsi, mathématiquement, avec des outils mathématiques assez sophistiqués, on peut reconstruire tous les espaces tangents en tous les points de l'espace et du temps. Et à partir de tous ces espaces tangents, comme on le ferait en traçant toutes les tangentes autour de la courbe, on peut reproduire la courbe et on peut ainsi construire la variété espace-temps courbe correspondant à un champ gravitationnel donné. Et donc il y a une équivalence entre gravitation et ces espaces-temps courbes, ces courbures de l'espace-temps. Les trajectoires d'un corps qui ne subit aucune force, à part la gravité, sont donc des corps qui tombent en chute libre. Ainsi, nous, au sol, nous ne sommes pas en chute libre, non pas par magie, non pas parce que la gravité cesse, la gravité, on la ressent, mais parce que le sol exerce une force sur nos pieds qui nous empêche de nous enfoncer dans le sol. Un corps qui ne subit aucune force, il tombe. Et on montre facilement que les trajectoires des corps qui sont en chute libre sont ce qu'on appelle des géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires dans un espace-temps courbe, les trajectoires les plus courtes possibles. Plus généralement, c'est la généralisation
à un espace-temps en courbe des droites. Les droites, évidemment, il faut que l'espace soit sans courbure, plat, pour pouvoir y tracer une droite. Et sur une feuille toute pliée, évidemment, si on trace une ligne, elle va être également toute cabossée, la ligne. Donc il faut un espace-temps plat pour avoir les droites, mais c'est la généralisation. Alors prenons un petit exemple. À petite échelle, localement, un petit bout de droite, mais il est bien droit. Parce que là, on ne ressent pas la courbure. Et dans la relativité restreinte, un corps qui ne subit aucune force suit effectivement une ligne droite. C'est à nouveau aussi la théorie newtonienne, F égale ma. Si un corps ne subit aucune force, son accélération est nulle, et donc il se propage à vitesse constante le long d'une ligne. Et si on prolonge dans l'espace-temps courbe ces petits bouts de droite, en les mettant bout à bout, on obtient une géodésique qui va éventuellement, elle, être courbée. C'est aussi l'exemple des rails de chemin de fer. Les rails de chemin de fer sont droits, mais quand on les prolonge, ils tournent autour de la Terre, ils sont courbes. Alors donnons justement un exemple avec un objet sphérique, comme la Terre. Donc supposons qu'on a un espace sphérique. Alors ici on parle de la sphère, et non pas de la boule. Donc la boule, c'est tout l'objet, y compris son intérieur. La sphère, c'est juste sa surface. Comme je vous l'ai dit, j'illustre les espaces-temps en courbe à 4 dimensions avec des surfaces, parce que c'est plus simple. Pour visualiser, pour dessiner, pour expliquer. La surface de la sphère est à 2 dimensions, longitude, latitude, par exemple. Et on ignore l'intérieur et l'extérieur, on en fait abstraction. Juste la surface qui nous importe. Dans ce cas-là, les géodésiques de la sphère sont ce qu'on appelle les grands cercles. C'est-à-dire les cercles qu'on peut tracer sur la surface, les cercles les plus grands possibles. Un petit cercle comme ceci, tracé sur la surface, n'est pas une géodésique. Ce sont des lignes qui séparent la sphère en 2 hémisphères identiques. Des exemples sont l'équateur, hémisphère nord, hémisphère sud, ou les méridiens. Le méridien de Greenwich, par exemple, hémisphère de l'ouest et de l'est. Et tous les méridiens sont des grands cercles. Ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle les parallèles, à part l'équateur, parce que les parallèles se rétrécissent en allant jusqu'au pôle. Notons, et donc, si on considère un homme qui est sur la surface de la sphère, voire même une fourmi, si vous voulez, supposons la sphère très lisse comme une boule de billard. À ce moment-là, si le personnage est très petit, sur cette immense sphère, une planète, ou une fourmi, on ne se rend pas compte que la Terre est courbe. On a l'impression que le sol est plat autour de nous, tant qu'on ne regarde pas trop loin vers l'horizon, bien entendu. Parce que l'horizon constitue la limite de ce qu'on peut voir en un point donné. Et donc, de près, ça a l'air plat. Et si, par exemple, on a une route bien droite, ou des rails de chemin de fer, ils paraissent bien droits. Mais si on les prolonge sur la surface de la sphère, on les prolonge encore, on finit par faire le tour de la planète. Et ce qu'on trace alors est un grand cercle. C'est aussi, ces grands cercles, les chemins les plus courts. C'est assez facile à vérifier. Le chemin le plus court entre 2 points sur une sphère est un arc de grand cercle. Et ce sont les trajectoires appelées des loxodromies, par les cartographes, dans une projection dite de Mercator, la projection classique pour les cartes. Les loxodromies sont en fait des courbes, parce que la projection de Mercator déforme quelque peu la surface de la Terre, qui est en fait est courbe, alors que la carte est plate. Et les loxodromies sont les trajectoires suivies par les navires, les avions, pour aller d'un point à l'autre, parce que c'est plus court. Et donc, par exemple, si on regarde une carte entre Paris et New York, l'avion aura tendance à aller vers le nord, parce qu'en fait, son trajet sera plus court en passant par là. Alors, à des variations très pratiques, il y a des courants marins
il y a des vents aériens, et les pilotes en tiennent compte. Ils profitent de ces courants, de ces vents, pour accélérer leur trajet. De même, les avions préfèrent voler au-dessus des terres. Et les navires dans la mer, évidemment. Pourquoi? Parce que s'ils ont un problème, il vaut mieux atterrir que tomber dans la flotte. Donc ils préfèrent, quand ils le peuvent, passer au-dessus des terres. Par exemple, un avion qui va de Paris au Caire, en Égypte, il passerait normalement à côté d'Italie. Mais il dévie et passe au-dessus de l'Italie, parce que c'est moins dangereux. Et de même, il y a des couloirs aériens. Des couloirs aériens pour les différents avions, pour pas qu'ils se heurtent. Tout simplement, le ciel a l'air vaste, mais les avions parfois passent très près les uns des autres. Donc ils doivent suivre des couloirs aériens, qui sont des zones obligatoires, et donc évidemment ils ne peuvent pas toujours choisir les trajectoires qu'ils veulent. Mais quand ils le peuvent, ils choisissent une trajectoire la plus proche possible d'une loxodromie, c'est-à-dire d'un grand cercle, ou d'un arc de grand cercle, de façon à suivre le chemin le plus court possible. Voilà, pour le début, nous voyons, je suppose que vous voyez mieux ces notions d'espace-temps court, pourquoi ça correspond à la gravité avec le principe d'équivalence, pourquoi l'espace-temps est comme ça, et ces notions de trajectoire, de grand cercle ou de géodésique de manière générale. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre présentation de la relativité générale et nous parlerons de la courbure de l'espace-temps, parce que nous avons un espace-temps qui est courbe. Comment définir la courbure de cet espace-temps quantitativement? Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.